Donc bonsoir à tout le monde, je remercie les personnes qui sont venues pour cette conférence sur un thème qui est encore un thème inédit, qui s'intitule Hitler n'est pas mort à Berlin. Pour moi c'est un sujet qu'il fallait traiter, dans le sens où on pourrait dire que tout ce qui est officiel est mensonger. À partir de là, tout ce qui n'est pas officiel peut être quelque chose de sérieux qui peut être pris en compte pour une étude de la vérité. C'est-à-dire histoire officielle, histoire mensongère, science officielle, science mensongère, etc., etc., etc. Donc quand on expose qu'Hitler n'est pas mort à Berlin, c'est un sujet qui permet de réviser l'histoire. Surtout que, on va le voir, ce n'est pas une vérité absolue, hein, toujours pareil. Quand on creuse un peu, on se rend compte que il y a des éléments de réflexion qui permettent de contredire la version officielle. C'est un thème que je vais pas traiter d'Hitler parce que ça c'est quelque chose qui est assez récurrent et puis c'est pas le sujet. Je vais surtout traiter effectivement de sa fuite pour expliquer. Donc je vais le dire tout de suite, hein, je vais pas faire planer le suspense. Hitler n'est pas mort en Argentine, il est mort en 1950 à Montserrat, monastère de Montserrat à côté de Barcelone. Et j'ai pu vérifier auprès de personnes qui sont des personnes espagnoles, comme quoi il y a une version qui dit que Hitler a été réfugié, a été protégé par Franco. Et il y avait des personnes qui parlaient l'allemand. C'est une chose qui se savait à l'époque à Madrid. Donc il avait été hébergé dans le palais de Franco. Et ensuite il a été déplacé dans un monastère à Montserrat. Et vous allez voir que c'est une réflexion aussi de James Burns, qui est l'ancien secrétaire d'État américain, qui explique que Hitler est mort en Espagne et que ses sosies sont partis, parce qu'il y avait plusieurs sosies, sont partis en Argentine pour faire croire qu'il était en Argentine. Donc là, il s'agit quand même d'un secrétaire d'État américain qui ajoute, on va dire, à des témoignages sur des personnes donc, qui étaient des personnes espagnoles. Voilà, donc c'est assez intéressant de le souligner. Avant de revenir au secrétaire d'État américain Burns, je tiens, pour moi c'est un sujet, c'est facile de traiter de ce sujet, et en tout cas je salue le travail de personnes qui sont très courageuses, hein, comme personnes pour lesquelles j'ai effectivement la plus grande admiration. Ils ne sont pas connus pour être catholiques, mais en tout cas ils n'en sont pas moins courageux. Je pense notamment au professeur Faurisson, pour lequel j'ai la plus grande admiration. Je pense que quand on traite d'un sujet comme celui-là, qui est un sujet pour lequel on ne risque pas, je dirais, la prison, enfin pas encore. En tout cas, je tiens à dire que pour ce qui est du professeur Faurisson et l'ensemble de gens effectivement qui révisent l'histoire, je pense aussi à quelqu'un que je ne connais pas, personnellement. Je pense à Vincent Renoir aussi, qui ne partage pas les mêmes thèmes que moi, mais ça ne m'empêche pas de dire que cette personne est une personne qui est extrêmement courageuse. Et ce sont, dans la vie, soit parce qu'on n'a pas le courage, soit parce qu'on n'a pas les moyens, mais au moins il faut avoir la décence, surtout à l'heure actuelle, de soutenir ces gens-là. Ces personnes qui relisent l'histoire, comme le professeur Faurisson, comme Renoir, Gerdonzik aussi, ou tant d'autres, il faut les soutenir parce que quand il y a de la contradiction, il y a une défense de la liberté. Sans réel esprit de contradiction, il n'y a pas d'esprit réel de liberté. Et tout ce que l'on fait contre ces gens-là, ça intervient dans un esprit liberticide. Au même titre que ce que fait aussi dans un autre domaine le docteur Xavier Dor.
je profite de ce thème d'histoire pour rappeler une autre page de l'histoire. C'est très important. C'est bien connu les pays de l'Est, notamment la Roumanie. Et ce que je suis en train de voir à l'heure actuelle en France, c'est exactement la même chose qui m'a été racontée avant l'avènement du communisme en Roumanie. C'est une chose qui est arrivée subitement, où on a commencé par éliminer les élites. On a commencé effectivement à pondre, 20 ans avant la Seconde Guerre mondiale, des lois liberticides. Et après, le communisme pouvait tomber comme ça, brutalement. Mais le terrain avait été déjà préparé plus de décennies avant. À l'heure actuelle, c'est la même chose. Les gens qui posent des questions, qui sont des intellectuels, pas les intellectuels de gauche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un intellectuel de gauche? C'est c'est un peintre qui ne sait pas peindre, c'est un écrivain qui ne sait pas écrire, c'est un intellectuel. Non, là je parle réellement de gens intelligents qui remettent, qui font bloc avec leur personne, avec leur intelligence contre la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? C'est le nouvel ordre mondial, c'est la dictature. Nous sommes, je dirais, à la veille d'une dictature. Et si on ne peut pas traiter de ces thèmes-là, c'est parce qu'effectivement, le pouvoir a prévu de nous amener sur une dictature. La démocratie, la franc-maçonnerie est en perte de vitesse à l'heure actuelle. Le mensonge est découvert. Mais la démocratie, effectivement, sait se défendre. On le voit encore une fois avec les gens qu'elle arrive à faire taire. Et ce qui est très intéressant, ce qu'il faut ajouter là-dessus, c'est que ces gens-là sont forts parce que nous sommes faibles. Et si demain on prend conscience de notre force, si on prend réellement conscience de la vérité, si on prend réellement conscience que nous sommes, et j'en reviens toujours à ça, les créatures de notre Créateur, si on en revient effectivement à l'Église, si nous gagnons cette force-là, demain nous devenons des vrais résistants. On n'a plus rien à attendre de ces gens qui sont des parasites. Qu'est-ce qu'un parasite? C'est quelqu'un ou une chose, on va dire, qui vit aux dépens d'une autre. Cette classe politique que nous avons n'a qu'un seul but, c'est de nous asservir, de nous rendre esclaves, et ce sont des parasites parce qu'ils sucent notre sang. L'ennemi à l'heure actuelle, ce n'est pas l'homosexuel, ce n'est pas le musulman, non, l'ennemi c'est la franc-maçonnerie, c'est le pédosatanisme. Ce sont toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut s'unir. Et si on n'a pas le courage, et il n'y a pas de mal à ne pas se sentir courageux pour certaines choses, quelquefois c'est le hasard qui fait qu'on est amené sur le devant de la scène. Mais en conclusion de mon introduction, soutenez des gens comme le professeur Faurisson, soutenez Vincent Renoir, soutenez Dore aussi dans un autre cadre. Ce sont des gens qui mènent le débat avec des éléments, on va dire, pertinents. Donc, le thème de la soirée, c'est « Hitler n'est pas mort à Berlin ». C'est un livre que j'ai traduit il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je l'ai traduit de l'allemand et du néerlandais au français. C'est Robin de Ruyter qui l'avait écrit. C'est un auteur hollandais, pour faire court, avec qui je n'ai plus de lien. Donc ça, c'est la version allemande. Donc le titre, c'est la fuite de Berlin, chronique de la fuite de Berlin, avec l'aide des services secrets britanniques. Où vous retrouvez Fleming, notamment, celui qui a... la PSI. Notamment sur... on retrouve, en fait, c'est l'histoire de James Bond 007. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je vais commencer par une citation pour montrer que le sujet est tout à fait important et crédible. L'ancien secrétaire d'État américain, James Burns, qui dans Speaking Frankly, donc Parlons franchement, écrit « Lors de la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945, Staline se leva de son siège, s'approcha de moi et trinqua. Je lui demandai « Maréchal Staline, quelle est votre théorie sur la mort de Hitler ?» Staline répondit « Hitler n'est pas mort, il s'est enfui en Espagne ou en Argentine. » Et dans son livre, donc, après cette citation, James Burns affirme que
les services secrets britanniques et américains ont utilisé des sosies d'Hitler. Il y avait même des concours. Dans ce livre, vous avez une palanquée de sosies d'Hitler. Donc il dit, voilà, ils ont utilisé des sosies d'Hitler pour détourner l'attention du monde sur l'Argentine, loin de l'Espagne. L'attention du monde sur l'Argentine, loin de l'Espagne. Il survécut pendant des années en Espagne, alors que des sosies opéraient encore pour lui en Argentine. C'est-à-dire que cette théorie qui a cours à l'heure actuelle, quand vous dites bon, Hitler n'est pas mort à Berlin, c'est de dire bon, il a pris le large, il est parti en Argentine, et l'histoire de l'Espagne, qui est connue par certains Espagnols d'un certain âge, vous retrouvez cette théorie par un secrétaire d'État américain. Donc vous voyez que cette théorie d'Hitler qui est parti en Espagne, et on va voir comment il est parti en Espagne, c'est en fait le but de la soirée. Heure par heure, minute par minute, nous allons retracer et suivre sur ses pas l'échappée du Führer. Donc Hitler ne s'est pas suicidé. Hitler a réussi à évacuer son bunker et fuir Berlin le 30 avril 1945. Dans son livre Hitler was a British agent, Greg Hallett, c'est quelqu'un qui attaque pas mal aussi la famille royale anglaise, les traitant de pédosatanistes, etc., et de gens qui n'ont aucune légitimité pour occuper le pouvoir en Angleterre. En fait, ce sont des dérivés du Talmud, tout simplement. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais Greg Hallett traite de ces sujets-là, c'est tout à fait intéressant. Donc dans son livre Hitler was a British agent, Greg Hallett expose qu'Hitler, de février à novembre 1912, soit durant 9 mois, fut préparé à son rôle de dictateur à l'école militaire britannique psychologique et opérationnelle de Devon, donc en Angleterre, et plus tard dans une autre école de guerre psychologique et opérationnelle en Irlande. C'est-à-dire qu'il explique tout à fait qu'Hitler a été préparé par du contrôle mental. Ça n'entre pas tout à fait dans la fuite encore, mais je pense que c'est assez intéressant parce que c'est développé dans ce livre. Les différentes écoles militaires britanniques, psychologiques et opérationnelles étaient sous le patronage du Tavistock Institute, les mêmes qui ont formé des gens qui ne savaient pas jouer de la musique, c'est-à-dire les Beatles. Ça, c'est dans mon livre sur les Illuminati, qui se situe officiellement en 1913, donc au Wellington House à Londres, qui est sous la direction du roi d'Angleterre, de Grande-Bretagne d'ailleurs. Le livre choc du docteur John Coleman, qui est un ancien du MI6, donc le service secret anglais, dans Tavistock Institute of Human Relations, Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of the United States of America, est le livre le plus important concernant la divulgation des méthodes de lavage de cerveau du Tavistock Institute. Donc voilà par quelle école Hitler serait passé. Le projet se tenait sous la direction de Lord Northcliffe et de Marcus Raskin. L'argent provenait des Rothschild, bien entendu. Alors il y a toute la théorie, bon je ne veux pas rentrer là-dedans, Hitler serait, bon effectivement, aurait été financé par les Rothschild. Effectivement, ce livre expose que l'Allemagne nationale-socialiste a été financée par l'argent des apatrides américains, des piétons de la mer Rouge, aux États-Unis, pour tout simplement permettre la création de l'État d'Israël. C'est quand même intéressant, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre explique que sans le Troisième Reich, il n'aurait jamais eu Israël. Avec les déclarations des hommes politiques comme Ben Gurion, qui auraient souhaité qui souhaitaient que la guerre se prolonge encore. Et cette histoire de contrôle mental est tout à fait intéressante, tout simplement parce que c'est le neveu de Sigmund Freud qui écrit dans Propaganda en 1928, c'est-à-dire Édouard Bernays, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous... Des citations, il peut y en avoir plein comme ça, y compris celle des Kennedy, c'est-à-dire des gens qui sont au-delà du petit journaliste
qui va à la gamelle tous les jours en racontant ce qu'on veut bien, enfin bon bref, des gens sans talent et qui passent à la télé, il y en a plein dans cette démocratie. Je parle de gens qui font la politique à l'échelle internationale, comme Kennedy ou autres, qui reconnaissaient effectivement l'existence d'un complot, y compris les Rockefeller dans Mémoire. Donc la manipulation mentale, etc. Là, c'est Bernays qui en parle. Donc s'il y a une manipulation mentale des masses, il peut y avoir aussi une manipulation mentale des hommes politiques qui nous gouvernent, par différentes méthodes. Donc voilà, ça c'est un thème que je voulais développer, c'est-à-dire pour montrer que dans les alcôves, il y a encore une autre histoire concernant Hitler, qui est liée avec le Tavistock Institute, où vous retrouvez les services secrets anglais derrière, où vous retrouvez la CIA, etc., etc., etc. Donc le suicide d'Hitler, parce qu'il faut bien aussi en passer par là, déclaration contradictoire des collaborateurs directs d'Hitler. Alors il y a différentes questions que ce livre reprend et qu'on pose à des gens qui étaient dans le bunker. Et ils n'ont pas les mêmes réponses. Alors par exemple, Otto Günch voit 2 cadavres dans un tapis, alors que d'autres témoins, et tout ça c'est détaillé dans le livre encore une fois, mais si je reprenais tout dans le détail, il faudrait 3 heures facilement, hein. Donc là je vais à l'essentiel. D'autres témoins voient seulement, ne voient pas un tapis mais une couverture. Est-ce qu'Eva Braun portait des chaussures? Alors il y a Erich Kempka dit oui, et Rochus Mich dit non. Est-ce que le visage d'Hitler était visible au moment de son incinération? Alors il y a par exemple Mengerhausen qui dit oui, et d'autres témoins disent non. Est-ce que des coups de pistolet ont été entendus? Alors Rochus Mich dit non, Traudel Jung dit oui, Otto Günch dit non, Arthur Axmann dit oui. Et quand les Russes ont en fait découvert le bunker, quand ils sont arrivés, ils ont aussi découvert plusieurs personnes avec le visage d'Hitler. Il y avait au moins déjà 15 cadavres. Donc on est dans des interprétations qui sont vraiment différentes. Et dans les années 80, quand on avait creusé autour du bunker, on a trouvé, c'était plein de galeries, quoi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très intéressantes. Enfin, alors, est-ce que le coup de pistolet... Alors, Erich Kempka dit non, le docteur Neumann dit oui. De quelle couleur était le vêtement d'Eva Braun? Hermann Karnau, un vêtement noir avec des roses, Rochus Mich, un vêtement bleu avec un col blanc, et Erich Kempka, un vêtement blanc. Et ça, ce sont des déclarations qui ont été déclarations officielles, hein. Quand ils ont été éditionnés par les Russes, ou... D'ailleurs, ce livre reprend en partie aussi l'ouverture des archives chez les Russes. Pour ça, on a su certaines choses aussi. Dans quelle partie du visage d'Hitler se trouvait la blessure due à l'impact du coup de feu? Traudel Jung dans la tête, Arthur Axmann dans la bouche, Rochus Mich, visage sans blessure, donc, hein. Otto Günch, une petite blessure au-dessus de l'œil droit. Quel jour Adolf Hitler et Eva Braun furent incinérés? Erich Mansfeld, 27 avril 1945, Erich Kempka le 30 avril, Hermann Karnau le 1er mai 1945. Est-ce que les corps ont été complètement incinérés jusqu'à l'état de cendre? Otto Günch, non. D'autres témoins, non. Günch, plus tard, dit oui. Enfin, plus tard, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon. Et ensuite, Hermann Karnau, oui. Donc il y a toute une divergence comme ça. On voit bien que ça... Vous comprenez un peu la suspicion de Staline sur la mort d'Hitler dans le bunker. Les sosies d'Hitler. Il n'existe aucun doute que pendant les derniers jours du Troisième Reich, dans le jardin de la chancellerie, plusieurs incinérations se sont déroulées. Dans son livre I Was Hitler's Maid, en 1940, l'auteur Pauline Kohler se souvient de 5 sosies d'Hitler. C'est une proche d'Hitler. Hein. Des sosies connus d'Hitler étaient son chauffeur préféré, Julius Schreck, le célèbre acteur Andreas Kornstedt, ainsi qu'Heinrich Berner et Gustav Weber. C'est tout à fait intéressant parce que si certains sont partis en Argentine,
Le 9 juin, lors d'une conférence de presse en présence des journalistes britanniques, américains, français et russes, le commandant soviétique de Berlin, le général, donc en 1945, le 9 juin 1945, le commandant soviétique de Berlin, c'est le général Nikolai Bézarine, affirme: « Nous avons trouvé plusieurs corps dans la chancellerie qui portaient le nom du Führer sur leurs vêtements. » Joseph Grieg, un journaliste de guerre américain, annonça le 15 mai 1945 que dans les ruines de la chancellerie, 6 cadavres brûlés correspondaient plus ou moins à la description d'Hitler. Il y a plusieurs personnes qui sont des gens sérieux qui parlent effectivement de personnes qui ressemblent à Hitler. Le problème, c'est qu'on va voir, c'est qu'ils ressemblent tous à Hitler, mais il n'y en a pas un seul qui est l'authentique, on va dire. L'opération Testament, c'est le nom que porte l'opération qui est montée par les services secrets britanniques pour qu'Hitler parte du bunker. Donc en janvier 1946, le général Helmut Weidling, qui était alors interné dans un camp de prisonniers en Union soviétique, donna une longue déclaration du protocole dans lequel il remettait en question la théorie du suicide d'Hitler. Le nom allemand du plan d'évasion d'Hitler était Opération Testament. Les Britanniques lui attribuèrent le nom de code de Winnie the Pooh. L'opération entreprit l'évasion d'Hitler du bunker le 30 avril 1945 et du territoire allemand le 2 mai 1945. L'évasion d'Hitler fut programmée en collaboration avec différents services secrets plusieurs mois à l'avance par le commandant Desmond Morton de la section M des services secrets britanniques. La section M fut fondée en 1932 par le commandant Morton et placée sous les ordres du roi. Ian Fleming était l'adjoint directeur de la section M. Fleming était un agent secret, il travaillait pour Reuters à Moscou. Il était prévu qu'Hitler quittât le bunker par la côte sud de la Spree. Et là, donc, il y avait un VK-202, c'est-à-dire un mini sous-marin, fabriqué à Kiel par Krupp, qui l'attendait. Donc, le WK-202 était de couleur grise. Ce sous-marin mesurait 36 mètres 60 de long et pouvait plonger à 4,50 m de profondeur. L'intérieur mesurait 3,60 m de haut. Le sous-marin pouvait atteindre une vitesse maximale de 25 nœuds, c'est-à-dire 46 km/h. Il pouvait contenir 12 personnes. Le cessez-le-feu du 2 mai a été décrété afin que le trafic dans l'espace aérien de l'Allemagne puisse s'effectuer librement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que Hitler puisse partir tranquillement sans qu'il se fasse tirer dessus. Beaucoup affirmèrent qu'Hitler, déjà le 27 avril, avait quitté Berlin avec un avion. Cela n'était pas du tout impossible, mais s'avérait trop dangereux. L'avion n'aurait jamais pu atteindre la frontière française. Le cessez-le-feu du 2 mai était la première possibilité de quitter l'Allemagne avec la plus grande sécurité. Donc comment ça se passe? Là maintenant on va regarder l'évasion d'une manière très précise. Donc, je suis obligé de lire, je ne peux pas faire autrement, je suis un peu désolé. Donc le 30 avril 1945, à 15h30, Eva Braun est assassinée. Ceci est connu de personne. Eva Braun n'aurait pas choisi librement de mourir. Peu de temps auparavant, elle avait écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle déclare qu'il n'avait aucun souci à se faire s'il n'avait aucune nouvelle d'elle pendant une longue période. Elle pensait s'enfuir avec le Führer qui la sacrifia. En fait, c'est un peu la déception, quoi. Donc 15h30, elle est assassinée. 15h35, Hitler demeure caché dans le bunker. 15h40, le général Wilhelm Mohnke donne l'ordre de fermer toutes les portes en acier donnant accès au bunker. En fermant tous les accès, on prêta attention à ce que personne n'était resté à l'intérieur. Arthur Axmann, que je parle pour les témoignages, successeur de Baldur von Schirach à la tête de la jeunesse des jeunesses hitlériennes en 1940, assura que tous les abris des résidents habitués dans le bunker étaient bien fermés. Le cadavre du sosie d'Hitler fut placé dans une couverture et son visage fut recouvert.
À 16 h, le bunker du Führer est vide. Avec Arthur Axmann, Hitler quitta sa cachette pour se dissimuler à côté de la salle de garde. 16h05. Heinz Ling, Otto Gunsch et Erich Kempka sont appelés. Leur mission est de brûler les cadavres. 23 h, sur le commandement de Johann Rettenhuber, les cadavres du sosie d'Hitler et d'Eva Braun furent enterrés par 3 membres de la SS et par Franz Schädel, le chef du Begleitkommando, troupe destinée au service d'Hitler. Donc ça c'est 23 h. Une heure après, à 24 h, le reste de l'élite nationale-socialiste établit un contact radio avec le quartier général russe et envoie un ambassadeur chargé de demander si le maréchal Zhukov était prêt à recevoir le général Hans Krebs pour parler d'un cessez-le-feu d'une durée d'1 jour, soi-disant pour préparer la capitulation allemande. En fait, il n'en était rien. Comme je l'ai dit, c'est pour assurer la sécurité, avoir un vol le plus sûr possible. Le 1er mai, le cessez-le-feu fut fixé à 24 heures, de 24 heures pardon, à 7h15. À 16h15, donc le 1er mai, Anna Reitsch, donc qui est connue pour être cette femme pilote très courageuse donc, du 3e Reich, qui d'ailleurs avait proposé de faire des opérations kamikazes à Hitler, et Hitler avait refusé justement. À 16h15, donc, Anna Reitsch atterrit sur l'île aux Pans avec un hydravion, un Junker, à côté du sous-marin, voilà. Hitler quitte le sous-marin et monte dans l'hydravion. Les soviétiques avaient compris que quelque chose se passait sur l'eau et ouvrirent le feu sur les 2 engins. Un des bateaux fut touché et a été coulé. L'autre bateau prit la fuite. L'avion avec Hitler à bord se positionna contre le vent, décolla et se dirigea à moyenne altitude vers le Grand Müggelsee. Donc là on est à Berlin toujours. À 16h42, la machine atterrit à proximité de la rive sud-ouest où Hitler monta dans un bateau à moteur. Il fut salué par 2 Britanniques, habillés avec des uniformes d'officiers russes. Il s'agissait de Ian Fleming, le 2e commandant de service secret de la marine britannique, et Caroline Saunders, plus tard première directrice femme du MI6. À 2 h du matin, un Westland Lysander 3A britannique atterrit sur une petite île à proximité de la rive sud-ouest du Großen Müggelsee. Quand Hitler arriva, il monta sans perdre de temps dans le Westland, donc dans cet avion, équipé d'un réservoir supplémentaire. Anna Reitsch escorta l'avion dans son Junker à Barcelone. C'était un vol calme. Le 2 mai, il y eut un cessez-le-feu qui permet aussi bien aux avions britanniques qu'allemands de quitter l'Allemagne sans qu'un seul tir ne soit effectué. Anna Reitsch vola ensemble avec, donc escorta l'avion vers Barcelone, où elle fut accueillie par le ministre des Affaires étrangères, Ramon Serrano Suner. L'Espagne était une enclave sûre. Le 21 avril 1945, le général Franco offrit un séjour sûr au cadre de l'Allemagne nationale-socialiste. Franco et son beau-frère Ramon Serrano Suner offrirent à Hitler la possibilité de se cacher. Avec l'aide du MI6, ils prêtèrent à l'Espagne un statut de transition afin que personne ne puisse demander des comptes à l'Espagne. Depuis le déclenchement de la guerre, la fuite d'Hitler était prévue en Espagne. Depuis 1939, von Ribbentrop était en contact avec Ramon Serrano Suner. Hitler resta jusqu'à sa mort à Barcelone. Il trouvait refuge quand il encourait un risque au monastère de Montserrat, où il mourut d'un cancer de l'estomac en 1950. Les rumeurs selon lesquelles Hitler était encore en vue enflèrent constamment courant. 1945, le 9 juin, pendant une conférence de presse en présence de journalistes britanniques, américains, français et russes, le général Zhukov affirma: Nous n'avons trouvé aucun corps qui pouvait être celui d'Hitler, donc au bunker. Zhukov expose aux journalistes qu'il en tire la conclusion qu'Hitler a pu quitter Berlin à bord d'un avion. Ça fait quand même des gens sérieux qui parlent de ça. Quand il y a Staline, il y a Zhukov, et puis le secrétaire d'État américain Burns, puis certains journalistes, ça commence à... il y a du poids, quoi.
Donc Zhukov expose aux journalistes qu'il en tire la conclusion qu'Hitler a pu quitter Berlin à bord d'un avion. Hitler aurait pu s'échapper, c'est ce qu'il dit, au dernier moment, car il avait un avion à disposition. On en revient toujours à la même chose. Du moment qu'une chose est officielle, vous avez des chances toujours que ce soit faux. Le scepticisme russe. Quand les soviétiques sont entrés le 2 mai dans le bunker d'Hitler, ils étaient épuisés, effrayés, extrêmement tendus. Si Hitler était mort, alors ses restes devaient se trouver quelque part. Les premiers cadavres qui furent identifiés le 5 mai étaient ceux de la famille de Goebbels. Joseph Goebbels, ça c'est très intéressant, détail très intéressant. Joseph Goebbels était facilement reconnaissable en raison de son pied beau. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais enfin, bon, on y vient. La mort de la famille de Goebbels était essentielle pour rendre le mensonge crédible. Ce qui est intéressant, c'est que Goebbels est photographié sous toutes les coutures. Vous le voyez de loin, de près, sous toutes les coutures. Le cadavre d'Hitler, vous n'avez quasiment... Enfin, il n'y a aucune photo prise de près, ou... enfin, il n'est quasiment pas photographié. Goebbels, c'est complètement l'inverse. Donc en fait, le cadavre de Goebbels et de sa famille devait accréditer la mort d'Hitler et d'Eva Braun. Goebbels et sa famille rendirent ce scénario plausible. Ça, c'est ce que pensent les Russes, ce qu'on retrouve dans les archives. Les cadavres de l'ensemble de la famille de Goebbels furent exposés et photographiés sous tous les angles jusqu'à la table d'autopsie. Concernant Hitler, que dalle. De plus, le cliché a été pris à une certaine distance. Concernant Hitler, c'était ça. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas de clichés proches, pas de... Il n'y a pas plusieurs clichés, il n'y a pas de table d'autopsie, etc. Tout ça, c'est assez sommaire, quand vous comparez avec Goebbels. Il montre une boîte dans laquelle il n'y a rien de reconnaissable. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule photographie reconnaissable? Pourquoi personne n'a pris la peine de prendre une photographie décente quand le corps fut découvert? Et pourquoi n'y a-t-il non plus aucun cliché pris pendant l'autopsie ou au moment de l'exhumation et de la seconde inhumation? Dans le jardin de la chancellerie, on trouva 15 cadavres, parmi lesquels se trouvait celui de femmes et plusieurs sosies d'Hitler. Ça, c'est ce qu'ont découvert les Russes, selon les archives. Les autopsies des deux corps donc, se déroulèrent le 8 mai 1945. Je parle de Goebbels et de sa femme. Ce jour-là, 2 Russes, 2 médecins légistes, Faust Cherovsky et le commandant Anna Marantz effectuèrent l'autopsie des corps. Le corps qui devait être celui... Ah voilà. Autant pour moi, c'est moi qui... Bonjour, c'est moi qui fais l'erreur. On parle de l'autopsie du corps d'Eva Braun. Le corps qui devait être celui d'Eva Braun ne montra aucune trace d'empoisonnement par le cyanure. Ceci fut confirmé par des examens sanguins. Le poison fut placé après sa mort dans sa bouche. On rechercha aussi le sang sur le canapé dans le bunker. Le sang que l'on trouva n'était pas celui d'Hitler ou d'Eva Braun. Il était le sang d'un homme vraisemblablement du sosie tué dans le bureau d'Hitler. Les soviétiques décidèrent à présent d'utiliser les dents défaites et les fragments qui furent retrouvés à côté d'un autre crâne. C'est pour ça que dans ce livre, on parle... il y a des recherches qui sont faites chez le dentiste d'Hitler, etc., pour savoir si réellement on a affaire à son cadavre. Non, alors je reprends. Les soviétiques décidèrent à présent d'utiliser les dents défaites et les fragments qui furent retrouvés à côté d'un autre crâne, non celui avec un impact de 10,5 mm pour établir l'identité d'Hitler. Sur ce point, il dut retrouver le dentiste d'Hitler, le SS général Dr Hugo Blashkin. Donc ils sont allés dans le cabinet du dentiste voir s'il y avait ça correspondait effectivement avec les clichés, etc., etc. Donc ce livre retrace ça aussi. Les dossiers du professeur Blashkin se trouvaient à ce moment-là dans le cabinet. Les dossiers d'Himmler, de Goebbels et de Göring étaient sur place et furent emportés. Les dossiers d'Hitler et d'Eva Braun avaient disparu, personne ne se demanda pourquoi. Ça c'est dans le bunker. Les dossiers des... voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dissonantes concernant les témoignages qui montrent effectivement qu'il y a des différences sur les gens qui sont restés au bunker jusqu'à la fin. Alors un peu, il y a eu ce livre retrace les groupes de fuite de ces personnes. Ça, je n'en parle pas puisque je me suis fixé de parler de la fuite d'Hitler.
Et ce qui est très intéressant, ce sont les références qu'on a, par exemple, par rapport aux différentes personnes qui sont des chefs d'État, des hommes politiques et des journalistes. Et ensuite, par rapport aux archives russes qui ont été ouvertes. Et on voit bien que cette théorie de la fuite d'Hitler, est tout à fait sérieuse et que son suicide dans le bunker ne tient pas la route, je dirais, une seule seconde. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.